Dans mes premières pièces, je n'avais pas tenu compte personnellement, disons, des réalités sociales, des Québécois. Ce qui m'intéressait d'écrire avant tout, c'était des histoires, des drames, qui est un fond symbolique. Le symbolisme des personnages, le symbolisme des situations, me préoccupait davantage que le reflet social du Québec. Malgré tout, il s'y trouvait le reflet social du Québec dans les pièces, puisqu'on me le disait. Alors, c'est comme ça, à l'âge de 26 ans, que j'ai commencé à m'intéresser aux problèmes sociaux québécois, que j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Jusqu'à l'âge de 26 ans, la politique même ne m'avait jamais touché. Les élections, les discussions qu'on avait durant les élections, que les gens avaient durant les élections, ça ne m'effleurait même pas. Les partis politiques, j'ignorais ce qu'ils étaient. Pour moi, c'était des zones grises. Malgré tout, je pense qu'inconsciemment, parce que je faisais partie d'une famille québécoise et que dans les familles québécoises, on s'intéresse à la politique, je crois qu'inconsciemment, je m'y étais intéressé moi aussi. Et j'ai écrit à l'âge de 26 ans Florence pour la télévision. C'était un drame qui tenait compte évidemment de la réalité québécoise et du drame qui pour moi était le drame principal de tous les Québécois, du drame de la peur. Et Florence dénonçait cette peur. Le père, la mère, le frère, l'entourage de Florence figurait cette peur. Ils étaient l'image de cette peur. 14 ans, 15 ans plus tard, je pense, la pièce a été reprise par le Théâtre populaire du Québec, à travers le Québec, dans une grande tournée, et a attiré encore des foules de gens. J'en étais très heureux et en même temps un peu malheureux de constater qu'au fond, ce thème de la peur chez les Québécois, il existe encore et qu'on peut en traiter encore. Et je me demande jusqu'à quand on pourra le faire. Il y a un phénomène qui s'est produit au moment où j'ai écrit Florence, c'est que euh, c'était en 56, je le répète, et le, en plus de faire, de trouver dans le devoir une critique du téléthéâtre lui-même, qui avait été monté par Jean-Paul Fugère, il y avait eu un éditorial d'André Laurando, d'ailleurs que j'ai conservé religieusement, où il traitait du téléthéâtre Florence comme d'un événement de l'actualité québécoise. Et à ce moment-là, j'ai compris l'importance de l'actualité québécoise. Et à partir de Florence, j'ai pris de nouvelles orientations. Disons pas de nouvelles orientations d'une façon euh, définitive, mais Florence m'a amené immédiatement à un simple soldat. Et celui de le langage de simple soldat, dans la première version, était un langage dru, un langage. Ce qui m'a importé le plus dans un simple soldat quand je l'ai écrit d'abord, ça a été de faire exprimer les personnages comme ils se seraient exprimés dans la vie. Alors, Florence et un simple soldat date à peu près de 1956, donc de la même époque. Je n'avais plus, comme j'avais eu pour le barrage, les préoccupations de langue. Mais pour un simple soldat, j'ai eu d'autres préoccupations, de nouvelles préoccupations. Retracées dans l'actualité, dans une actualité passée, euh, une réalité québécoise et la retransmettre sur scène sous forme de chronique. Quand la Deuxième Grande Guerre mondiale s'est terminée, j'avais 15 ans. Même si à la maison, on suivait beaucoup les nouvelles qui nous venaient d'Europe, même si mon père arrivait à l'aide d'un vieil appareil à capter les ondes courtes, même si nous étions au courant de tout ce qui se passait en Europe par les journaux aussi, il m'en restait quand même une mémoire assez diffuse. Alors, Un simple soldat demeure pour moi la pièce la plus importante que j'ai écrite. D'abord, j'y ai mis plus de temps que pour toute autre pièce. J'ai mis 6 mois. Et j'ai retracé dans de vieux journaux
des prénoms qui étaient à la mode à l'époque du simple soldat, à l'époque 1944, 45, 46. Et j'ai retracé les événements principaux qui s'étaient passés au Québec entre 45 et 52 et la guerre de Corée, comme la grève de l'amiante en asbestos. J'ai voulu faire une chronique du Québec qui soit réaliste et ayant trouvé, selon moi, un personnage auquel je demeure encore aujourd'hui très attaché, c'est-à-dire le personnage de Joseph Latour. J'ai pris beaucoup de soin à écrire un simple soldat. Et j'y ai mis tout ce que je pouvais y mettre. Et à chaque fois que la pièce a été reprise, à chaque fois que la pièce a été reprise, j'y ai retravaillé au texte. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'on pouvait purifier le texte et que quand même les personnages conservaient toujours la même portée, que les moments d'émotion et les moments de rire dans la pièce arrivaient quand même aux mêmes endroits, et que je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'au fond, ce qui faisait la force de cette pièce-là, c'était pas nécessairement son réalisme brutal du début, mais c'était ses personnages et la situation dans lesquelles se trouvaient ces personnages. Alors, un simple soldat aussi découlait des années de dépression, des années 30, que j'avais connues comme enfant. Mais c'était aussi de lointains souvenirs. Mais les années 30, vous savez, c'était des années noires. Des années où le petit peuple canadien-français, le petit peuple du Québec, a eu énormément de misère à survivre. Et beaucoup de familles ont survécu à ces années-là quasiment par miracle. Parce qu'il y avait des pères de famille, des mères de famille qui réussissaient avec des budgets minables à passer au travers des pires moments, à travers les pires difficultés matérielles, sans y laisser leur peau, et permettant à leurs enfants de s'éduquer, incitant leurs enfants à aller à l'école, à apprendre un métier, à se lancer dans la vie, à faire quelque chose d'eux-mêmes. Ce sont des années précieuses, ce sont des années importantes pour nous. Je pense que ce sont des années qui ont marqué nos parents, qui les ont beaucoup marqués. On se plaint souvent de cette génération de nos parents en disant que ce sont des gens qui ne comprennent plus rien aujourd'hui. Mais ce qu'ils ont eu à comprendre, eux, alors qu'ils avaient 30 ans, c'est énorme. C'est extraordinaire. Les défis qu'ils ont eu à relever étaient extraordinaires aussi. Moi, j'ai vécu dans des quartiers pauvres une vingtaine d'années de ma vie, dans des quartiers où personne n'était à l'aise, et pourtant les gens quand même arrivaient à bien vivre, à vivre convenablement, proprement. S'il est vrai que nous portions des pantalons troués, parfois, ou rapiécés, ils étaient propres. Nos parents nous enseignaient des choses comme ça, des choses importantes comme la politesse, la propreté, l'importance de l'orthographe quand on écrit. Même si c'était des gens qui avaient fini l'école à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Nos parents étaient des gens qui écrivaient mieux que nous, qui écrivaient mieux que les enfants écrivent aujourd'hui, qui écrivaient plus correctement, qui avaient moins d'instructions, qui avaient moins de chance que les enfants d'aujourd'hui. C'était les parents de la crise. Et dans un simple soldat, le père est un peu l'image de ce que je veux dire, le père de Joseph Latour. Donc, des gens qui avaient tout perdu au début des années 30 et qui avaient quand même survécu à leur misère, se sont retrouvés tout à coup en 1939 devant un conflit mondial, devant une guerre mondiale, où le Canada s'est trouvé impliqué. Mais pour revenir à la crise, un dernier détail que je veux donner, parce que ça va se rattacher à un simple soldat, le gouvernement fédéral avait imaginé au début de la crise, étant donné qu'il y avait un nombre incalculable de chômeurs,
de payer des chômeurs 20 cents par jour, logés nourris, à Valcartier, pour fabriquer des blocs de ciment. Et il y en avait d'autres payés 20 cents par jour à Valcartier, qui étaient payés 20 cents par jour pour briser ces blocs de ciment-là qui ne pouvaient servir absolument à rien. Alors, les gouvernements trouvaient des solutions comme ça pour pallier une situation désastreuse. Pendant la guerre, c'était un peu la même chose. On incitait les jeunes gens qui étaient sans situation, sans travail, à devenir conscrits, à s'embrigader. Et il y en a qui sont partis se battre outre-mer. Et il y en a qui se sont fait tuer, il y en a qui sont revenus. Mais c'était une façon de gagner leur vie. Je pense bien que beaucoup de Québécois qui sont partis pour la guerre à cette époque-là ne sont pas partis par conviction politique pour aller défendre la démocratie ou le monde allié. Je pense que beaucoup sont partis pour gagner leur vie de cette façon-là. C'était un peu des mercenaires, si vous voulez, dans un certain sens. Mais c'était les seules solutions. On a assisté à cette époque-là, d'ailleurs, à des mariages de guerre, des mariages qui se faisaient rapidement, et des femmes qui étaient laissées enceintes après le premier mois des noces et qui se retrouvaient sans mari avec un enfant dans le ventre. Joseph, lui, est entré dans l'armée pour se valoriser parce que c'est un type, disons, sans instruction, qui avait laissé l'école très jeune. C'est un type qui n'admettait aucune discipline, pour qui il n'y avait aucune loi qui existait. Et puis tout à coup, il entre dans l'armée, il découvre que c'est sa place, qu'il va enfin sortir d'un milieu qui l'étouffe, d'un milieu très étroit, d'un milieu où il n'y a rien à faire, et qui va aller se battre outre-frontière, outre-mer. Alors, sa plus grande déception, c'est donc la fin de la guerre. Pour les uns, la fin de la guerre, c'est quelque chose c'est une grande réjouissance. Pour lui, c'est une grande déception parce qu'il rate un moment important de sa vie, un geste important qu'il allait poser, c'est-à-dire partir. L'attitude de Joseph Latour peut paraître inhumaine, mais c'est un personnage très individualiste, Joseph Latour. C'est un personnage malheureux. C'est un personnage qui, au point de départ, je crois, et c'est d'ailleurs un personnage que j'aime beaucoup, qui porte une tragédie en lui, sa propre tragédie en lui, qui est un peu la tragédie du Québécois, d'une certaine façon. Mais cette guerre, il ne faut pas oublier, pour rester sur le plan de la réalité, cette guerre avait fait 40 millions de morts. Des villes entières, de grandes villes avaient été détruites. Cologne, en Allemagne. Londres avait quasiment été détruite. Hiroshima, Nagasaki. Cette guerre avait été une hécatombe comme les hommes ne pouvaient pas en concevoir. D'ailleurs, j'aimerais citer l'extrait d'un poème d'Alain Grandbois sur la Deuxième Grande Guerre mondiale. C'est simplement un extrait que je trouve très beau. Ô belles terres fécondes et généreuses, ils étaient 40 millions de beaux cadavres frais qui chantaient sous ta mince surface. Ô terre, ils chantaient avec leur sourde musique, de Shanghai à Moscou, de Singapour à Coventry, de Lidice à Saint-Nazaire, de Dunkerque à Manille, de Londres à Varsovie, de Strasbourg à Paris. Et quand ils ont été plus morts encore d'avoir trop chanté, quand s'est fait leur grand silence, nous n'avons rien répondu. Je pense que c'est un très beau poème d'Alain Grandbois et qui reflète bien ce qu'a été la Deuxième Grande Guerre mondiale. Mais il y avait quand même une ère nouvelle qui commençait en Amérique. Cette guerre avait ouvert quand même des perspectives industrielles, commerciales. Et c'est vers ça que le père de Joseph incite son fils à aller. Son fils, ça ne l'intéresse pas, ces choses-là. Ce qu'il veut, lui, c'est ce qu'il voulait, ce qu'il a toujours voulu, c'était une grande chose. Au fond, c'est une cause qu'il cherche, comme beaucoup de Québécois ont cherché toute leur vie une cause à défendre, sans jamais la trouver, sans jamais l'avoir trouvée. Mais
restaient ces 40 millions de morts. Et l'après-guerre, même si cela avait apporté une certaine prospérité au pays, avait apporté aussi une certaine angoisse. Les gens se demandaient ce que serait la paix. Parce que il était inimaginable et incroyable pour l'humanité entière qu'il puisse y avoir une autre guerre de ce genre, qu'on puisse se tuer autant. Et il n'y avait plus qu'une solution possible pour la survie de l'humanité, c'était la paix. Mais déjà, la paix était menacée. Déjà, il y avait des ombres. Déjà, au Moyen-Orient, il y avait des ombres entre la Palestine et Israël, et puis ensuite en Corée, aujourd'hui au Vietnam, aujourd'hui encore au Moyen-Orient. Alors, mais l'état d'esprit des gens était, enfin, nous avons la paix et nous allons en profiter. Ce qui a amené, évidemment, en Amérique du Nord, euh, des gens débrouillards, des gens du peuple, des prolétaires même, à se trouver des façons de s'en sortir et à sortir même de leur milieu, à s'enrichir, à devenir, à former une nouvelle classe de bourgeois parvenus. Nous en reparlerons plus tard. Un simple soldat a été créé à une époque de la télévision que j'appellerais une époque héroïque, où on faisait dans un studio de petite dimension euh, des grandes choses, si vous voulez. Euh, Par exemple, pour un simple soldat, qui était un téléthéâtre en direct, euh, pendant le spectacle lui-même, donné en direct au public, il y avait dans le couloir des figurants qui attendaient leur tour pour entrer dans le studio et figurer dans un décor. Pendant qu'on faisait le spectacle aussi, on enlevait des décors pour en remplacer par d'autres. Alors, ce qui veut dire que tout ça qui était très à l'étroit, quand même, les réalisateurs réussissaient à passer au travers d'œuvres de ce genre. Il faut dire qu'un simple soldat, dans mon idée, au point de départ, l'idéal pour moi aurait été de faire un scénario de film. J'aurais aimé énormément faire un scénario de film à cette époque-là. Mais il n'y avait pas de cinéma à cette époque et je ne pense pas que les producteurs qui existaient ou qui auraient pu exister auraient été intéressés par cette histoire. Mais ça nous aurait permis de voir les différents voyages de Joseph et de son ami Émile à travers le pays, dans les mines de charbon d'Alberta, euh, à Hamilton, où ils travaillent dans une fonderie, je pense. Ça nous aurait permis de les voir à Asbestos quand ils partent pour aller défendre les grévistes contre les scabs. Ça nous aurait permis un tas de choses. Ça aurait fait peut-être un film d'une très longue durée, mais de toute façon, je pense que initialement, Un simple soldat était conçu un petit peu comme un film. Et Jean-Paul Fugère a réalisé quelque chose, un exploit, en réussissant à faire ça dans un studio de dimension réduite, avec 3 caméras, dont l'une ou deux pouvaient sauter en cours de route, et avec un nombre incalculable de figurants. Mais c'était une époque qu'il fallait traverser. J'étais très heureux de collaborer à la télévision à ce moment-là, avec des textes originaux. Et je m'en voudrais de parler du simple soldat, mais et d'oublier Gilles Pelletier, pour qui le rôle de Joseph avait été écrit. D'abord, le personnage de Joseph Latour avait été esquissé dans Chambre à louer. Et je l'avais toujours gardé en mémoire. Et puis, avec le recul, je m'étais souvenu des dernières années de la guerre, où on voyait des soldats qui étaient revenus de la guerre ou qui n'avaient pas eu l'occasion de partir et qui n'avaient pas envie de faire autre chose dans la vie que de flâner dans les rues, au coin des rues, de raconter des histoires. La plupart de ces gars-là étaient des types qui conservaient de leur habit militaire que leur vareuse. C'est pour ça que le titre initial du simple soldat s'appelait Battle Dress. On a craint que les gens soient confondus et on a craint que les gens s'imaginent qu'il s'agissait d'une pièce anglaise. Alors ça s'est appelé un simple soldat, mais mon titre premier était Battle Dress. Et parce que j'avais en mémoire ces personnages d'après-guerre
un peu folkloriques, qu'on regardait de loin ou qu'on osait difficilement approcher pour écouter leurs histoires et qui portaient toujours détachés sur leur poitrine cette vareuse de soldats, les manches aussi détachées, et qui ne faisaient rien de leur vie. Quand ils avaient quelques sous, qu'ils recevaient une pension du gouvernement ou je sais pas, ils allaient boire et ils s'amusaient avec les filles. Et puis c'était l'époque aussi où il y avait des combats, des combats entre les matelots et les azous. Les azous, c'est des gens qui n'étaient pas allés à la guerre, des jeunes gens, et qui portaient des costumes à la mode à cette époque-là, très, 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 très larges aux genoux et très, très minces aux chevilles, avec des vestons qui descendaient presque jusqu'aux genoux et des chaînes de montre qui descendaient plus bas que les genoux. Et il y avait des batailles mémorables qui se passaient, par exemple, au Parc La Fontaine, à cette époque-là. D'ailleurs, dans Un simple soldat, on a un personnage, le personnage d'Émile, qui apparaît dans une scène vêtu dans ce costume-là. Alors, je m'en voudrais de pas parler de Gilles Pelletier parce que la pièce a été écrite pour lui. Le personnage central étant écrit pour lui, la pièce était écrite pour lui. Et je me souviens qu'à l'époque, avant même de lui en parler, Jean-Paul Fugère et moi, on avait décidé que si Gilles Pelletier n'était pas libre pour la date qu'on avait prévue, pour la date du téléthéâtre, on attendrait à plus tard, on attendrait qu'il soit libre pour faire le téléthéâtre. Et jusqu'à cette année, c'est Gilles qui a repris le rôle, jusqu'à temps qu'il soit remplacé cette année, c'est-à-dire l'automne dernier, par Jean Perrault, dans la dernière production de Simple Soldat qui a été présentée à la télévision. Alors, pour moi, j'ai dit que Simple Soldat demeurait ma pièce la plus importante et l'automne dernier devait paraître l'édition définitive de Saint-Soldat parce qu'il me reste encore des choses à faire dans cette pièce-là. Simplement peut-être des répliques à refaire, des choses à compléter. Malheureusement, à cause de mon état de santé, j'ai pas pu arriver à temps à préparer l'édition définitive. Mais elle sera faite et elle sortira dans quelques mois. Et à ce moment-là, peut-être que je serai satisfait. Et peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais oublier Joseph Latour et Un simple soldat. Mais jusqu'ici, disons que ça reste dans ma mémoire comme une chose très, 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 très importante dans ma vie. Je pensais, quand j'ai eu 40 ans, après avoir écrit Entre midi et soir, avoir fait un pas et avoir dépassé Un simple soldat. Je me rends compte aujourd'hui qu'il n'en est rien, que le nouveau pas à faire, il reste à faire. Et qu'il va falloir qu'un jour je me libère de cette pièce, Un simple soldat. On m'a reproché plusieurs fois de ne pas terminer la pièce sur le départ de Joseph lorsqu'il constate que son père est mort et qu'il lui apporte une semaine trop tard l'argent qu'il devait lui remettre. Et il y a une scène qui suit, ou deux scènes qui suivent plutôt, où sur le plan chronique, c'est très important, où on voit Émile qui est devenu enfin quelqu'un, c'est-à-dire qu'il est chauffeur privé. Armand, le demi-frère de Joseph, dont les affaires sont florissantes. Bertha, la belle-mère de Joseph, qui rêve déjà de quitter l'est de Montréal pour aller s'installer dans un petit bungalow du nord de la ville. Alors, et c'est après ça qu'on apprend que Joseph est mort en Corée. Alors, j'avais travaillé en collaboration étroite avec Jean-Paul Fugère et lorsque la pièce a été créée à la télévision, c'est Jean-Paul qui définitivement, finalement, avait trouvé la fin de la pièce. Moi, j'avais imaginé une fin assez brutale où on voyait une séquence de guerre et on voyait évidemment Joseph qui meurt. C'était banal. Au lieu de ça, Fugère avait avait trouvé plutôt du matériel de la guerre de Corée, où on voyait des scènes de guerre et où on voyait tout à coup, à travers ça, en surimpression, Joseph Latour étendu dans l'herbe et on entendait une voix qui disait en arrière-plan le poème de Rimbaud, Le dormeur du Val, qui est un très beau poème et qui parle justement d'un soldat qui meurt comme ça. Et par la suite, quand on l'a joué pour la première fois à la scène, à la Comédie canadienne, j'ai fait une autre fin, moi, où on voyait deux fossoyeurs qui
euh, enterre Latour, Joseph Latour, et qui passe des commentaires sur lui en disant, au fond, il est mort parce qu'il l'a voulu. Il est allé au-devant de sa mort. Il aurait pu se cacher, il aurait pu rester dans la tranchée, mais non, il a fallu qu'il fasse autrement des autres et qu'il se fasse tuer. Et par la suite, on a changé de nouveau cette fin-là. Et la fin est devenue que c'est Armand et Bertha qui reçoivent un, un télégramme du gouvernement fédéral, du ministère de la Guerre, et qui apprend que Joseph Latour est mort en Corée. Et là, Fleurette dit, c'est-à-dire Armand dit, pour consoler Fleurette, c'est la petite sœur de Joseph, il lui dit, il a peut-être mérité une médaille en mourant. Et Fleurette dit, quand on est mort, on n'a pas besoin de médaille. Et c'est la fin de la pièce, mais présentement.